Faut-il légaliser la cocaïne? Voilà, ça sera mon intro. Vraie question. Ah ça, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours. Faut-il légaliser la cocaïne? Alors on parle de légaliser le cannabis. Sur tout ce qui est légalisation de drogue, en France, le discours s'axe toujours sur le cannabis. Mais il y a d'autres drogues. Il y a d'autres drogues qui sont utilisées de manière festive. Et peut-être que bien encadrer la consommation de ces drogues-là, au lieu de laisser la commercialisation de ces drogues aux narcotrafiquants et aux dealers, quoi, on va dire, de manière générale, bah, peut-être l'encadrer pour des raisons de réduction des risques, et même pour des raisons économiques, quelque part, ça serait une meilleure idée que ne pas l'encadrer. Voilà. On peut se poser la question. Bah alors, commencer à avoir un discours là-dessus, avoir un débat là-dessus, en France, où déjà la légalisation du cannabis, c'est un grand non. Un grand non. Alors que vraiment tous nos voisins européens commencent à le faire, et ça commence à être vraiment ridicule de ne pas vouloir légaliser le cannabis. Bon, voilà. Autant dire qu'on en parle. Bon, légaliser d'autres drogues, c'est vraiment pas sur la table. Hein. C'est vraiment pas sur la table en France. Voilà. Alors pourquoi je parle de ça? Il n'y a pas que la cocaïne. Là, on va parler cocaïne, MDMA et amphétamine. Donc, 3 drogues qui ne sont pas de la même famille, encore que la MDMA et les amphétamines, c'est la même famille. MDMA, c'est un type d'amphétamine. La cocaïne, bah, c'est la cocaïne, quoi. Tout ça, c'est des drogues de type stimulante, les stimulants. Voilà. Et c'est des drogues qui se prennent beaucoup en milieu festif. La MDMA, c'est très lié au milieu techno. Voilà, c'est l'ecstasy, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des petits cachetons où tu peux le prendre sous forme de poudre qui s'avale. Et après, voilà, le but, c'est de phaser devant un sound system et danser comme ça en étant à fond pendant 2 heures. 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures s'il le faut, puis parler avec ses potes en disant putain je t'aime trop, t'es mon meilleur ami quoi. Je passe une trop bonne soirée, vous êtes tous trop sympas ici. Voilà, ça c'est la MDMA pour ceux qui connaissent pas. Les amphétamines, c'est une famille auquel appartient la MDMA, mais les amphétamines généralement c'est le speed en France. Donc c'est un truc qui se sniffe, quand on dit les amphètes généralement c'est plutôt ça. C'est un stimulant qui te déterre. Moi j'aime pas ça personnellement. Et la cocaïne c'est la cocaïne, voilà. En gros. Donc tout ça c'est la famille des stimulants. Et donc du coup, on va lire cet article de Mediapart, puisque plusieurs, je vais lire le chapeau, puisque plusieurs associations de réduction des risques francophones ont publié un guide pratique imaginant ce que serait un marché régulé des stimulants. Benjamin Tubianaret de la Fédération Addiction détaille à Mediapart les objectifs et bénéfices possibles de cette initiative en matière de santé publique. Parce que, encore une fois, là, j'ai parlé un peu du narcotrafic, etc. en intro, mais le but, c'est de faire la réduction des risques et c'est d'avoir des objectifs de santé publique. Vaut mieux encadrer la consommation de drogue avec un cadre légal pour faire la réduction des risques plutôt que de laisser tout ça sous le manteau, ce qui développe des phénomènes d'addiction et qui, pour les gens qui sont dans un parcours de soins par rapport à leurs addictions, complique le tout. Voilà. Et donc on en parle souvent pour le cannabis, mais quid des stimulants qui sont des drogues très très consommées. Et parfois il y a des secrets de polichinelle, typiquement les soirées techno, les festivals, machin bidule, et la MDMA. Tout le monde sait que c'est des drogues qui sont consommées de manière assez massive et très répandue dans des festivals techno, des événements qui sont tout à fait légaux par ailleurs. Voilà. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Donc je veux dire, au bout d'un moment, il y a une hypocrisie à ce que ça soit full illégal, aucun encadrement, alors qu'il y a des événements, tout ce qu'il y a de plus légaux en France, qui rapportent de l'argent même à l'État, via les taxes, etc., etc. Il y a tout un circuit, toute une industrie même parfois, de la rave. Alors après, mets ta vie que la rave, ça doit pas être trop une industrie, quoi. Mais dans tous les cas, peu importe. Il se trouve qu'il y a énormément d'événements, tout ce qu'il y a de plus légaux et accepté dans la société, avec des gros artistes qui font même parfois le software de la France à l'étranger, qui sont liés, qui sont des milieux où la MDMA, ça y va, mais genre voilà, il n'y a aucun souci. Personne va en soirée techno en se disant mais les gens prennent des tasses ici, non mais ça va pas, on est où là? C'est un truc qui est accepté. Tout le monde le fait pas, hein, tout le monde le fait pas, mais c'est un truc qui est très répandu et qui est très accepté. Donc il y a une espèce d'hypocrisie autour de ça. Donc pourquoi ne pas imaginer effectivement un marché régulé des stimulants? Voilà. Donc il y a des pays où il y a une dépénalisation de toutes les drogues, mais c'est pas un marché régulé pour autant. Je pense notamment au Portugal. Voilà, faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. Je pense notamment au Portugal où il y a une dépénalisation d'à peu près toutes les drogues. C'est-à-dire que si on te chope avec de la MDMA ou de la coke sous une quantité suffisante, bah, t'as le droit, il n'y a pas de souci, et la police fait rien. Mais t'as pas un marché régulé. Vous voyez? Donc là, c'est carrément la question du marché régulé de stimulants. Moi, j'ai hâte de lire cet article, je l'ai vu passer, je me suis dit, oh, intéressant ça, parce que je m'étais posé la question. Je m'étais déjà dit, mais attends, ça se trouve un jour, on vivra dans un monde où, dans les soirées techno, t'auras le droit, mais ça sera très régulé, d'acheter ton ecstasy directement à la soirée, pourquoi pas, ou un truc en marge de la soirée, de manière légale, et ça serait moins crado ça serait plus clean dans les produits que tu consommes et dans tout un tas de choses, que juste y aller, choper un dealer, tu sais pas exactement ce que tu prends, parfois c'est coupé à je sais pas quoi, parfois les tasses sont beaucoup trop forts, donc il y a les associations de réduction des risques qui sont en mode genre fractionnez vos pilules avant de les prendre, vous pouvez avoir des gros soucis si vous les prenez en entier d'un coup, parce que ça peut être beaucoup trop fort. Si jamais c'était encadré, accepté, que tu pouvais l'acheter directement sur place, à des trucs agréés, où tu sais que c'est des doses pas trop fortes, ou que c'est bien fait, peut-être ça serait mieux en réalité. En gros, tu lèves le voile de l'hypocrisie sur ces soirées-là. Je pensais qu'il y aurait plus de consommation en réalité, ce serait pareil. Et ça permettrait d'avoir des produits de meilleure qualité et moins de risques liés à ça, quoi.
Donc je m'étais déjà dit, mais en vrai, ça se trouve un jour on vivra dans ce monde. On vivra dans ce monde où en soirée techno, tu pourras acheter ton tasse directement à la soirée et au moins tu es sûr que tu auras du bon produit, il y aura que de la MDMA dedans. Ça sera pas coupé à tout un tas de saloperies. Voilà. Sachant que la MDMA, pour ceux qui en ont déjà pris de la vraie pure, où il y a que de la MD dedans et c'est pas coupé au speed justement, l'effet est beaucoup plus agréable. T'es beaucoup moins à balle, t'es beaucoup moins comme ça, hein, à te bouffer les lèvres, à tout ramasser. C'est vraiment que l'effet love, quoi. Moi, il y a une fois, plusieurs fois, mais il y a une fois où je sais que j'avais pris de la MD, et la MD était super bonne au sens où elle était pas du tout coupée. Voilà. Donc la MDMA, tu peux en prendre en poudre et en cachet, en ecstasy, mais la MDMA en poudre, elle est aussi coupée. C'est vraiment, ça change rien entre un cachet et en poudre, ça change que dalle. Généralement, elle est coupée à d'autres amphétamines, et c'est plutôt ça qui a tendance à te mettre vraiment à balle, à avoir un effet physique ou t'es comme ça avec la mâchoire qui serre et tout, quoi. Et donc, je sais qu'une fois en particulier, c'était un pote à moi qu'on avait acheté sur le Deep Web, c'était il y a longtemps. C'était une soirée à la Java, je m'en souviens, une soirée acid house à la Java, c'était trop bien. Et son matos était hyper pur. Et j'étais en mode genre, mais. Et après, on en avait repris un Technival en 2016, si je dis pas de bêtises. C'était mon fameux pote de lutte ouvrière, voilà. À l'époque, c'était un peu un zazou avec ça. Mais juste, le matos c'était de très bonne qualité. Et j'étais en mode, mais c'est trop bien, c'est beaucoup mieux que d'acheter des trucs sous le manteau où tu sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que l'effet était beaucoup moins physique. Il y avait que le bon effet de la MDMA sur le côté où je suis à balle, j'ai la mâchoire qui serre et les lèvres desséchées, quoi. Vous voyez? Pour ceux qui en consomment. Alors, tout ça est à consommer avec extrêmement de prudence, évidemment. Je dis pas ça pour faire de la promo de drogue ou quoi que ce soit. Mais au contraire, c'est pour faire de la réduction des risques, quoi. Faites gaffe, si jamais vous prenez ça, faites très très gaffe aux produits que vous consommez et ne prenez pas des doses, si vous avez des grosses doses, si vous savez pas ce que vous avez sous la main. Très souvent, c'est coupé, c'est parfois beaucoup plus fort que ce qu'on peut penser. Donc voilà, il y a une règle immuable, c'est de prendre un tout petit bout, vraiment une toute petite dose pour commencer, pour voir un peu si le truc est très fort ou pas, avant de éventuellement en prendre un peu plus. Parce que sans ça, tu peux avoir des mauvaises surprises et donc beaucoup de rave et de trucs comme ça, tu vois ça, des mecs qui ont pris un truc trop gros pour eux, ils sont au sol en mode genre ils sont dans le mal, quoi, et c'est pas agréable de prendre trop de ça d'un coup, hein. C'est vraiment pas agréable et ça peut être dangereux, ça peut vraiment être dangereux aussi pour le cœur ou ce genre de truc, quoi. Voilà, mais justement des produits plus purs, des produits testés et approuvés, pas approuvés, mais des produits testés où tu sais qu'il y a moins de saloperies dedans, moins de coupés, et bah ça serait mieux à tous les niveaux parce que ça éviterait des risques de surdose et ce genre de choses, quoi. Voilà. Et donc c'est aussi à ça que va s'intéresser cet article, si j'ai bien compris. J'ai jamais pris de drogue ici parce que je sais que j'ai un profil d'addict. Et bah très bien, très bonne idée, très bonne idée. Bon, j'en ai pris pas mal des drogues dans ma jeunesse, beaucoup moins maintenant, et ça va. Dans mes parcours d'addiction, je dirais que je tiens le bon bout, j'ai l'impression. Notamment le cannabis que j'ai arrêté il y a bientôt 2 mois, et franchement, je tiens le coup, je suis très content, j'ai pas envie de reprendre, même si parfois j'ai un tout petit peu de craving le soir, mais ça va. Craving, c'est quand t'as envie d'en prendre, quoi. Juste là, j'ai plus que l'alcool maintenant et la clope, où j'ai où j'ai vraiment des problèmes d'addiction, je dirais. Alors après, j'ai encore un problème d'addiction au cannabis, c'est juste que j'en prends plus, vous voyez. Mais voilà, l'alcool, faut que je fasse gaffe. Non, je suis pas passé par le CBD cette fois-ci. J'ai fait ça d'un coup d'un seul. D'un coup d'un seul. Donc, je dirais que la consommation que je dois le plus surveiller maintenant, quasiment la seule que je dois surveiller maintenant, c'est l'alcool. Et même, je dirais que je fais moins n'importe quoi qu'à l'époque, largement. Qu'à l'époque, sûr et certain. Parce que quand j'étais plus jeune, parfois, c'était n'importe quoi. Là, ça va. Je suis plus en contrôle qu'avant avec l'alcool. J'ai l'impression de tenir le bon bout. Par rapport à il y a 10 ans, c'est clair et net. Et même par rapport à il y a 2-3 ans, je trouve que tout ça va en s'améliorant. Donc, je suis content. Donc, tant mieux. Donc, tant mieux. Parce que, bon, consommer des drogues, c'est une chose. Et pour moi, vraiment, la question de l'addiction, c'est est-ce qu'on arrive à contrôler le truc, quoi. Alors après, c'est mon avis. On pourrait très bien nuancer ce que je dis. Mais réussir à prendre des drogues, et je compte l'alcool dedans, hein, réussir à garder le contrôle sur sa consommation, pour moi, c'est vraiment le but, quoi. Et après, le contrôle, on met la barre où on le souhaite, en fonction des gens, en fonction de d'où on vient, en termes d'addiction, etc., etc. Et pour moi, en tout cas, moi, l'objectif que je me fixe, c'est garder le contrôle. Garder le contrôle. Ça veut dire, si je bois, me dire, oh là là, non, là, tu vas boire trop, arrête-toi maintenant. Et ne pas être dans une fuite en avant permanente. Ou dire, oh, t'as trop bu ces derniers jours, vas-y, bois pas de bière pendant une semaine et tu reboiras après, quoi. Ne pas boire dès que j'ai envie de boire, ne pas me resservir un verre automatiquement dès que j'ai envie de me resservir un verre, quoi. Être plus en contrôle par rapport à ça. Donc si jamais vous consommez des drogues diverses et variées et je compte l'alcool dedans, essayez de vous poser la question, est-ce que je suis en contrôle par rapport à ça, ou est-ce que parfois juste je le fais de manière automatique ou de manière bête, quoi. Tu bois plus depuis que t'as arrêté le cannabis? Oui, mais pas en grosse dose. Genre là dernièrement, j'ai bu de la bière quasiment presque tous les jours. Alors en même temps, j'étais en mode travaux et foot. Je faisais des travaux chez moi la journée et le soir, je me posais devant la Coupe du Monde, quoi. Et moi, quand je fais des travaux, j'aime bien me boire des petites bières pour me donner du courage. Voilà, c'est une petite habitude que j'ai pris. Et pareil, petite bière devant le foot le soir. Comme en plus, me poser devant un écran, d'habitude, j'ai un joint quand je fais ça, hein, pendant des années. Dès que j'étais posé devant un écran, regarder un film, une série ou n'importe quoi, je fume un joint. Là, je fais plus.
Donc voilà, petite bière. Mais en fait, j'ai bu pas mal de bières là ces derniers temps, mais sans jamais être bourré, ou alors un tout petit peu pompette vite fait quoi. Si je buvais 1 ou 2 bières par jour, quasiment tous les jours, mais je buvais pas jusqu'à en être ivre quoi. Donc une consommation différente finalement, qui est pas forcément meilleure, hein, mais, mais là c'était un peu ça ces derniers jours, avec l'été et tout. Donc, mais ça c'est déjà pas mal d'arriver à boire des bières. Mais quand je bois une première bière, je me retrouve pas à boire le pack en entier, à me bourrer la gueule tout seul ou quoi. C'est déjà bien, ça montre que justement j'arrive à être plus en contrôle. Boire juste une petite bière, 2 petites bières, pas plus. Pas plus. Donc je dirais que je bois peut-être plus régulièrement depuis que j'ai arrêté le cannabis, mais je bois pas, je suis pas plus bourré régulièrement qu'avant, quoi. Voilà. Bref, allez, on va lire l'article. Et si l'État, au lieu de multiplier les textes sécuritaires, arrêtait de poursuivre les consommateurs et consommatrices de cocaïne, de MDMA et d'amphétamine? Mieux, et s'il leur mettait à disposition un cadre sûr où ils et elles pourraient acheter des produits de qualité, correctement dosés et délivrés par des professionnels formés à la prévention des risques? Bah ça serait un banger, voilà, ça rejoint tout à fait ce que je disais. C'est un sujet que je connais un petit peu quand même. Certes, l'idée n'est pas dans l'air du temps en France. Elle est pourtant sérieusement proposée à travers un guide pratique intitulé Comment réguler les Je ne stimulants. sais pas ce que c'est que le super profit. Donc vous avez le truc juste ici, Fédération Addiction. Moi, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Je vous mets le lien dans le chat. Merci du retrouver pour le Prime. Merci beaucoup. Un guide pratique intitulé Comment réguler les stimulants est porté par des associations de prévention francophones, dont la Fédération Addiction en France, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, la Fédération Drogue d'Addiction BXL de Belgique et le groupement roman d'études d'addiction. Ok, d'accord. Donc c'est Canada, Suisse, Belgique et France qui sont alliés pour faire un guide pratique. Intéressant. À quoi ressemblerait un marché régulé des stimulants? Comment, concrètement, les consommateurs et consommatrices pourraient acheter leur cocaïne ou leur MDMA? Mais bonne question, parce qu'on va rarement dans le concret quand on va sur ces drogues-là. On va dans le concret quand on parle du cannabis, très souvent, en se disant bah, parce qu'on a d'autres exemples en fait, on a d'autres exemples ailleurs. Pourrait se dire, bah, y a des dispensaires agréés qui te vendent du cannabis sous contrôle d'État, où ça peut être fait un peu plus sauvagement et à la merci du capitalisme, comme ça se fait aux États-Unis. T'as différents modèles. Là, l'Allemagne vient de légaliser le cannabis et donc ont leur propre modèle de production et de distribution. Le Canada en a un différent. Les États-Unis en ont un différent. Donc on peut s'imaginer concrètement ce que ça serait d'aller acheter du cannabis en cas de légalisation en France. Par contre, la coke et la MD, vraiment pas. Hein. Vraiment pas. Donc c'est pour ça que je suis très content qu'il fasse ce guide et de pouvoir lire cet article parce que je m'étais déjà posé la question et j'ai jamais eu de réponse. Quels seraient les avantages de cette régulation? Mediapart a interrogé Benjamin Tubiana-Ray, responsable plaidoyer et communication de la Fédération Addiction. Donc c'est lui, avec le petit guide à côté. Trop bien. Donc question de Mediapart. Le guide choisit d'utiliser le terme de régulation plutôt que d'autres comme légalisation. Pourquoi? On entend souvent débattre de la légalisation, notamment au sujet du cannabis. Il nous semble important d'insister sur l'idée de régulation. Il ne s'agit pas juste d'autoriser, mais de créer un marché qui soit régulé, comme c'est le cas pour d'autres produits, comme l'alcool. Ou l'alcool ou le tabac. On peut ensuite discuter du niveau de régulation. Par exemple, la Fédération Addiction, nous pensons qu'actuellement, le marché de l'alcool ou celui des paris sportifs ne sont pas assez régulés. Tout à fait. Le marché des paris sportifs, il était plus régulé avant, il est dérégulé au fur et à mesure. Et ça fait partie des caractéristiques de la libéralisation de la France. Il y a certaines choses, c'est pas juste les libéraux, les droitards, les libertariens débiles, ils se disent la France, libéralisation de la France, mais vous dites n'importe quoi, regardez, le niveau de prélèvement obligatoire n'a pas changé, il est toujours élevé. Oui, mais c'est pas que ça, libéraliser l'économie. Libéraliser l'économie, par exemple, c'est déréguler certaines choses, comme par exemple l'encadrement du marché des paris sportifs ou l'encadrement du marché de l'alcool. Il y a plus de pubs qu'avant pour les paris sportifs, il y a moins de règles qui régissent les paris sportifs. Et les paris sportifs, c'est dramatique. Ça crée des phénomènes d'addiction, les paris sportifs et les jeux d'argent de manière générale. Moi, j'ai jamais été dans cette addiction-là pour le coup. J'ai cette chance, mais c'est dramatique. Ça détruit des vies, les jeux d'argent. Ça détruit des vies. Et les paris sportifs, il y a des campagnes de pub adressées aux plus jeunes. C'est vraiment des pubs pour les adolescents, quoi. Ils sont là en mode genre, hey, on donne 50 balles gratuites. C'est des pubs qui s'adressent à des ados ou des très jeunes adultes pour leur dire, on donne 50 balles gratuites, vas-y, parie. Parie sur ton équipe préférée. Tu pourrais peut-être devenir millionnaire, let's go. C'est dramatique, hein. Il y avait beaucoup moins de pubs comme ça avant, parce que ça a été dérégulé à un moment donné. Notamment au niveau de la pub, quoi. Et marché de l'alcool, je connais moins bien le sujet de la dérégulation, mais à un moment donné, c'était moins régulé et ça l'était plus. Quand on regarde des vieux magazines, tu lis des vieux magazines des années 90, t'as des pubs pour de l'alcool et pour des clopes dans tout le temps. Chaque page de pub, une page de pub sur deux, c'est alcool et clopes. C'est assez impressionnant. Moi, je sais que j'ai des vieux numéros de Géo, le magazine Géo chez ma mère, parce que mes parents étaient abonnés, mais genre avant que je sois né, vraiment dans les années 90. Peut-être jusqu'au début des années 2000, je sais pas. Et dans ces magazines, parfois je les feuilletais quand j'étais plus jeune, je me disais putain, mais c'est alcool et clope à toutes les pages, quoi.
truc de fou. Et à un moment donné, on a interdit certains types de publicités, notamment pour la cigarette et aussi pour l'alcool. Et après, l'industrie de l'alcool a réussi à détourner un peu le truc en faisant de la pub pour les versions sans alcool de leur boisson. Donc il y a des grosses pubs Henken, mais c'est en mode non, c'est une pub pour la Henken 0%, sans alcool. Ah oui, d'accord. Donc vous mettez votre gros logo Henken partout, mais c'est la pub pour la version sans alcool, donc ça va. Donc c'est pour ça qu'il faut réguler et réguler au maximum des choses comme l'alcool, la clope, les marchés sportifs, parce que ça marche, ça fonctionne. Et la clope, le tabac, c'est un très bon exemple de ça. C'est un marché qui est extrêmement régulé. Alors quand t'es fumeur, c'est chiant parce que les tarots augmentent en permanence. Et puis pour les classes populaires, c'est un coup au porte-monnaie. Ça craint. Mais tu regardes, le tabagisme en France diminue à vue d'œil depuis les années 80-90. La génération de mes parents fumait infiniment plus. Il y a eu plein de trucs comme ça. Le paquet neutre, les taxes, l'augmentation des prix. La loi E20, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, ça fait un grand changement. À l'époque c'est ma mère qui me racontait qu'on était à la fac, ça fumait en cours. Ça fumait dans les amphis, ça fumait dans les couloirs. Je suis genre, ah ouais. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on pouvait encore fumer à l'intérieur. Je sais plus quand c'est la loi E20. Mais le fait de plus pouvoir fumer en intérieur, ça marche trop bien. Genre, moi, les personnes ne fument 2 paquets par jour dans ma génération. Ça n'existe quasiment plus, ça. La génération de mes parents, les gros fumeurs, c'était 2 paquets par jour. Dans ma génération, je connais personne qui fume 2 paquets par jour. Déjà, c'est trop cher et tu peux pas, sinon, faut être tout le temps dehors, quoi. Vous voyez? Donc déjà, il y a moins de fumeurs qu'avant et j'ai l'impression que les fumeurs on fume moins de cigarettes par jour parce que le marché est de mieux en mieux régulé. C'est le cas pour l'alcool, même s'il y a des dérégulations. Pour le tabac, c'est un très très bon exemple. Pourquoi on ferait pas un marché très très régulé pour des choses comme les stimulants, la cocaïne, les amphétamines et la MD? Bah, on devrait. La plupart des substances classées comme stupéfiants sont soumises à un régime de prohibition dont la logique est qu'elles ne peuvent être ni vendues, ni achetées, ni consommées. Mais dans les faits, elles le sont tout de même, et ce, sans régulation. De ce fait, ces substances sont régies par un marché ultra-libéraliste, sans aucune règle. On ne sait pas qui vend quoi et à qui. Le but est de légaliser dans un cadre le plus protecteur possible. On constate que la prohibition, ça ne marche pas. Le guide le montre bien en s'appuyant sur des données concrètes. Il pousse ensuite le raisonnement pour aller au bout de la logique de régulation. Il propose un modèle de ce que serait un marché régulé des stimulants, notamment la cocaïne, la MDMA et les amphétamines. Moi, il y a un bon exemple de ça, c'est la kétamine en France. Pourquoi? La kétamine en Angleterre, c'est populaire depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, c'est très populaire. C'est une drogue qui est très consommée en milieu festif, la kétamine. Il y a encore 20 ans, c'était très peu consommé en milieu festif. Je sais pas exactement quand c'est arrivé, mais moi je sais que quand j'ai commencé à faire des free parties, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. C'était en 2014, c'était il y a 12 ans, mes premières free parties. Et la kétamine commençait à être bien répandue, mais ça faisait pas très très longtemps qu'on en prenait en free party de la ké. Vous voyez? Pour endormir les chevaux. C'est un anesthésiant qui est utilisé en vétérinaire, mais c'est aussi un anesthésiant qui est utilisé sur des humains, figurez-vous. Les 2 anesthésiants principaux, enfin pas anesthésiants, antidouleurs ou je sais plus quoi, principaux qui sont utilisés à l'hôpital, si je dis pas de bêtises, c'est morphine et kétamine. Mais c'est pas tout à fait la même kétamine, elle est plus pure notamment, qu'on utilise à l'hôpital, y compris sur des humains, que la kétamine que tu sniffes. Généralement, c'est pas tout à fait exactement le même produit, mais c'est de la kétamine les deux, hein, tout à fait. Et donc c'est une drogue qui avait assez peu de recul quand j'ai commencé la kétamine par rapport à d'autres drogues qui sont consommées depuis des décennies et des décennies, comme par exemple la cocaïne ou je sais pas, l'héroïne même. L'héroïne, c'est une drogue sur laquelle on a beaucoup de recul. On a vu les ravages que ça peut faire. Du coup, c'est une drogue qui est assez peu consommée en milieu festif par rapport à la coke, la MD ou la ké, quoi. Ce genre de choses. Oui, c'est des antalgiques hypnotiques. Merci, c'est ça, c'est des antalgiques. C'est les 2 antalgiques et hypnotiques et c'est parmi les plus répandus, y compris sur des humains à l'hôpital en France, quoi. Voilà. Et donc on avait assez peu de recul sur la kétamine en milieu festif. Moi quand j'ai commencé, on en a déjà un peu plus maintenant. Ce qui fait que moi, j'avais des gens autour de moi avec qui j'ai fait mes premières teufs. Moi j'étais un petit peu plus vieux qu'eux. Mais des gars, à 16 piges, ils prenaient de la kétamine tous les week-ends. Ils en prenaient en semaine, ils en prenaient tout le temps. Ils développaient des addictions à la kétamine, mais des vraies addictions à la kétamine à 16 piges. Parce que aucune régulation, peu de prévention par rapport à cette drogue spécifiquement et peu de recul par rapport à cette drogue spécifiquement. Et moi j'ai vu des gars vraiment être addicts à la kétamine assez vénères à 16 piges, quoi. Où ils commençaient à 16 piges, à 18 ans, ils étaient accros à la kétamine, ils en prenaient tous les jours. Après, la plupart sont plutôt revenus de ça, mais j'ai vu des problèmes d'addiction assez graves se développer à la kétamine autour de moi. Et des gens qui ont commencé, ils avaient 15-16 ans, hein, vraiment. Vraiment. Moi, il y a un gars que j'ai connu en pleine teuf, il avait pris trop de quai, il est reparti sur un brancard à l'hosto parce que ses reins étaient en train de lâcher. Hein. J'ai une très bonne pote à moi qui a développé une addiction à la kétamine, que ça a duré des années. Là, elle en sort tranquillement. Ça a pris du temps. La kétamine, quand tu tombes dedans, ça peut être une saloperie, hein, une vraie saloperie. En plus, c'est le genre de drogue où tu as une accoutumance qui se fait assez rapidement. Et tu peux rester à peu près fonctionnel dans la vie en prenant tous les jours. Tu peux en consommer un peu chaque soir, comme on peut consommer du cannabis ou ce genre de choses. Ou même de la cocaïne, par exemple. Et donc, tu peux développer des addictions fortes à la kétamine si t'as goût à ça. Et moi, pour le coup, c'est une drogue que j'ai pas mal consommée en milieu festif. Mais après, moi, je sais que j'ai goût à ça. Et moi, je me suis déjà retrouvé à prendre de la ké tout seul chez moi plusieurs fois. Hein. Mais genre vraiment, régulièrement, ça m'arrivait de me prendre des traces chez moi, tranquillou, dans mon lit, en mode genre, waouh, t'es trop bien.
Par exemple, quand je vivais chez ma daronne, quoi, je prenais des traces de quai tout seul dans ma chambre, en essayant de pas faire trop de bruit en sniffant pour pas que ma mère capte que je fais un truc bizarre à côté d'elle, dans la chambre d'à côté, quoi. Alors quand j'avais 20 piges, 21 ans, 21 ans. Donc en mode genre, ah oui, quand tu commences à prendre de la quai tout seul dans ta chambre en cachette, en essayant de sniffer pas trop fort pour pas que ta mère entende à côté, c'est peut-être que là tu commences à être sur un truc d'addiction et c'est pas juste festif. Vous voyez? Mais ça c'était il y a 10 ans, quoi. C'est il y a une dizaine d'années. Et à des moments, je me suis dit, oula, est-ce que je suis pas en train de développer une addiction un peu comme avec le cannabis? En prendre en cachette, en prendre à des moments où j'ai un truc à faire 2 heures après et je me dis que ça devrait passer. Ce genre de choses. Et j'ai commencé à me poser les mêmes questions sur ma consommation avec la kétamine que je me posais quand j'ai commencé le cannabis quand j'étais jeune. Et après, bon, au final, je suis pas trop tombé dedans, ça va, j'ai réussi à m'éloigner un peu du milieu, enfin, changer un peu de vie aussi. Puis ça correspond au moment où je me suis mis avec Germaine en plus, quoi. Et donc ça va, je suis pas trop tombé dedans, je me suis un peu éloigné des milieux festifs et tout ça. Après, j'ai continué à aller faire des soirées sur Paris, etc. Puis c'est aussi que je me suis mis à être DJ et à faire de la musique. Du coup, j'allais en soirée plus pour la musique et parfois j'étais plus aussi de l'autre côté, on va dire, du truc, plus dans le côté organisateur, DJ, musique. Et donc, du coup, j'étais un peu moins dans la gueudreau. Mais voilà, typiquement, la kétamine, on peut développer des vrais caractères addictifs vénères à la kétamine avec des conséquences physiques et psychologiques qui peuvent être assez graves. Et le manque de recul et le manque de régulation par rapport à cette drogue, moi, de ce que j'ai vu, ça joue énormément là-dessus, quoi. Donc oui, si on veut, de toute façon, des gens en prennent de la ké dans les milieux comme ça, ils continueront à en prendre. Si on veut qu'il y ait le moins possible de phénomènes d'addiction comme ça, qui peuvent être très vénères, il faut réguler, il faut encadrer. Il n'y a que des avantages, il n'y a aucun inconvénient. Et ceux qui sont contre, leurs seuls arguments sont au niveau de la morale. Et c'est pas avec de la morale détachée des réalités que tu légifères, quoi, évidemment. Comment on fait pour aider un addict à la kétamine? Bonne question, hein. Déjà, pas abandonner les gens, je pense. Après, parfois, c'est dur, hein, quand t'as quelqu'un dans tes proches, parfois, qui a des problèmes d'addiction, être à son chevet en permanence, parfois, c'est dur. Hein. Parfois, c'est vraiment dur, quoi. Mais, je sais pas, ouais, bah, continuer à être là, quoi. Continuer à en parler, continuer à accepter la personne, ne pas la pointer du doigt et l'insulter à cause de sa consommation, tout en disant, fais gaffe avec ça, moi, je pense que t'as un problème avec ça. Essayer de continuer à en parler le maximum, être proche de la personne et dire, non, c'est pas normal d'avoir une consommation comme ça. Et après, ne pas hésiter à essayer d'aider les gens à aller vers des parcours de soins parfois plus officiels. Voilà, quoi. Et puis, moi, je trouve généralement, quand même, de ce que j'ai pu voir, moi, les gens qui ont des problèmes de kétamine et qui sont moins là-dedans, c'est des gens qui sont un peu aussi éloignés des milieux où il y a beaucoup de kétamine. C'est moche à dire, parce que parfois, tu perds des potes. Tu perds une forme de sociabilité qui, par ailleurs, était une belle forme de sociabilité. Et ça peut être assez horrible. Mais moi, je sais que ma pote qui a des problèmes d'addiction à la kétamine, elle en prend moins parce qu'elle fait moins de teuf, elle traîne moins avec des gens qui prennent de la kétamine, elle a un peu changé de vie et du coup, ça l'a éloignée de ça, quoi. Mais parfois, il y a des gens, c'est compliqué de faire ça. Quand toute ta sociabilité se fait dans les milieux festifs, et que du coup, chaque jour, tu as l'occasion de croiser des gars qui en prennent, c'est dur d'arrêter. C'est dur d'arrêter. Moi, je sais que si je suis pas trop tombé dans la kétamine alors que je commence à développer des addictions, c'est probablement que je me suis un peu éloigné de ces milieux-là aussi, quoi. Donc, je sais pas, moi, j'irais rester proche des gens, les soutenir, en parler avec eux sans se voiler la face. Et après, voilà, parfois, c'est des changements dans ta vie qui t'amènent à, du coup, moins sortir de l'addiction. Mais c'est compliqué. Pareil pour l'alcool et le tabac, par ailleurs. Pareil pour l'alcool et le tabac, quoi. Voilà. Dans les blocs, la kéta est maintenant rangée avec les stupéfiants, les morphiniques dans des coffres. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hein. Bon, quand t'as goût tout le monde n'a pas goût à ça. Hein. Moi, j'ai vraiment croisé des gens, ils ont pris 2-3 fois de la ils sont en mode je déteste ça, je n'en prends plus. Et j'ai croisé des gens, première fois, deuxième fois, ils sont en mode genre j'aime trop, c'est trop marrant, j'aime trop. Donc tu peux avoir goût à ça. Et quand t'as goût à ça, ça a vraiment un goût d'Orvienzi. Hein. Ça a vraiment un goût d'Orvienzi, t'as envie d'en reprendre. Et moi, c'était ça, hein, vraiment. J'aime encore bien ça. Hein. Je peux reprendre de temps en temps. Mais vraiment, maintenant, c'est une fois, allez, 2 fois par an, peut-être. Pas plus. Si l'occasion se présente, je dis pas non, pourquoi pas, quoi. Mais quand on a goût à ça, ça a vraiment un goût d'Orvienzi, il faut faire gaffe avec celle-là. Comme la MDMA, ouais, mais la MDMA, c'est un peu différent. Moi, je connais moins de gens qui ont développé des addictions à la MDMA hors milieu festif, qui en prennent tout seuls chez eux. La MDMA, généralement, c'est un goût d'Orvienzi très très fort pendant quelques mois, pendant ta ecstasy honeymoon, ta lune de miel avec la molécule, et puis au bout d'un moment, t'as tendance à t'en éloigner un peu plus facilement, je trouve. Et justement, les gens qui développent des addictions en milieu festif, généralement, on commence avec la MDMA. Après, parce que le truc, c'est que t'as une montée, ça dure longtemps, t'as une redescente, après t'es tout desséché, ça te vide de ta dopamine. C'est pas forcément évident d'avoir une consommation quotidienne, c'est très difficile d'avoir une consommation trop régulière. Et justement, je trouve que généralement, tu commences en prenant la MDMA quand tu vas en rave et des trucs comme ça, et après tu switches sur des drogues qui sont plus faciles à prendre avec moins de redescente et de trucs comme ça, comme la cocaïne, comme la kétamine, qui eux, ces drogues-là, c'est plus facile entre guillemets d'en prendre tous les jours et rester fonctionnel. Voilà, ça n'a pas cet effet instant. C'est pas ça monte vite et ça redescend vite. Ça dure longtemps. Donc le LSD, l'ecstasy, ce genre de drogue, je trouve que j'ai moins vu de gens développer des trucs d'addiction sur le temps long à ça que la kétamine, GBL, moi je connais un peu moins, mais kétamine ou cocaïne typiquement. Justement,
Moi, je trouve que les gens que je connais qui ont développé des addictions à la cocaïne, c'est à la base, ils prenaient des tasses et après, ils étaient en mode c'est trop fort, ça dure trop longtemps, la redescente, c'est chiant. Du coup, je prends juste des petites traces de coke de temps en temps. Et la petite trace de coke de temps en temps, elle peut devenir quasi quotidienne ou dès que tu sors en soirée, en plus de ton alcool, hop là, tu prends un peu de C, quoi. Voilà. Justement, j'aime bien le contre-coup de la D, comme ça, je peux pas me la mettre 3 semaines de suite. Bah ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'on développe moins d'addiction. En milieu festif, ceux qui en restent à la MDMA, généralement, ils développent moins d'addiction que ceux qui, justement, pour continuer à faire plein de soirées, bah, passent un peu de la MD à la coke. De ce que j'ai pu voir autour de moi, quoi. Voilà. Enfin bref. En tout cas, que ça soit la MDMA, la cocaïne, les amphétamines, donc le speed, on va dire, la K ou n'importe quoi, si on a un marché régulé, effectivement, ça minimise ces phénomènes d'addiction dont je vous parle, quoi. Là, si on s'emmerde, bon, moi, je suis un peu d'accord, mais bon. Après, encore une fois, hein, il y a des gens qui détestent la kétamine, qui adorent la coke. Il y a des gens qui trouvent que la C, c'est nul et que ça n'a aucun intérêt et qui kiffent la kétamine. Ça dépend vraiment des gens. Et je ressors la phrase que je ressors à chaque fois, que j'ai entendue en stage de sensibilisation à la consommation de stupéfiants quand je m'étais fait suspendre mon permis en sortie de Technival en 2015. La drogue la plus dangereuse, c'est la drogue que tu préfères. Voilà. Pour certains, ça va être la ké, pour certains, ça va être la coke, pour certains, ça va être l'alcool, pour certains, ça va être le cannabis. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Voilà. Bref, allez, on reprend l'article. En tout cas, moi, j'aime trop les lives où on parle addiction et tout. Je trouve ça vraiment. C'est un sujet que je connais un petit peu, donc à chaque fois, je trouve que c'est des bons lives. Voilà. Donc, quels sont les différents types de régulation imaginables? On revient à l'article. L'idée que l'État impose des normes dans un marché. Et ces normes peuvent concerner énormément de choses, comme la qualité des produits. Dans un marché régulé, vous pouvez mettre en place des contrôles de qualité, comme cela existe pour d'autres produits. Le consommateur, lui, peut savoir ce qu'il achète, ce qui serait déjà un gros progrès par rapport au marché noir. Le consommateur saurait également qui lui vend la substance. Dans le guide, nous proposons le modèle d'un monopole d'État. Cela implique qu'il y ait des endroits précis où acheter ce produit et que la personne qui le vende soit qualifiée afin de pouvoir vous conseiller. Enfin, on saurait également à qui on vend. Cela permettrait notamment de s'assurer d'une interdiction de la vente aux mineurs, qui est un point particulièrement important. On peut également imaginer de réguler la quantité de produits que les personnes peuvent acheter. Bah ouais, en mode, t'as le droit à un tasse par mois, en soirée techno, et c'est tout. Et t'as un petit fichier, etc. On peut imaginer ça, hein. Mais imaginons, analogie avec l'alcool. Il y a une politique prohibitionniste de la même manière avec l'alcool. Vous imaginez? Dès que tu veux boire, t'achètes à je sais pas qui, et tu sais même pas il a combien de pourcents ton alcool. Vous imaginez l'enfer que c'est? Comment ça serait le bordel? Comment ça développerait des consommations archi problématiques d'alcool? Parce que parfois il y a de l'alcool fait maison. La goutte de papy, vous voyez? L'alcool de poire qui traîne dans la cave de papy, on sait pas à combien de pourcents c'est, ça arrache la gueule. Imagine, il n'y a plus que ça en alcool quasiment. Il y a des bières maison, tu sais pas à combien elles sont titrées. Waouh! Voir s'il n'y a pas du méthanol à balle. En plus, voilà, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, ça pourrait être très mauvais pour la santé. Et laisse tomber le bordel, hein. Si le seul alcool fort que t'as, c'est la poire qui traîne dans la cave de papy, bonne chance, hein. Alors les soirées, ça va être Zombieland, le bordel, hein. Aïe aïe aïe. Et le danger, en plus, c'est surtout les alcools frelatés. En plus. Voilà, CF, l'expérience prohibitionniste sur l'alcool des États-Unis. Les États-Unis, on est revenu de la prohibition de l'alcool. Alors pourquoi on continue à avoir une politique prohibitionniste sur les autres substances? Je vous le demande. Et pareil sur le truc des mineurs. Alors moi, personnellement, j'ai commencé à fumer du cannabis régulièrement. J'ai commencé à développer une relation addictive au cannabis avant de développer une relation addictive à l'alcool, figurez-vous. Alors, ce qui veut pas dire que je suis un turbo-alcoolique, hein. Et là, j'ai arrêté de fumer, en l'occurrence. Mais je veux dire, je suis tombé dans une forme d'addiction au cannabis plus rapidement que l'alcool. Parce qu'à 14-15 ans, j'ai fumé mes premiers joints. Dans tous les cas, c'était illégal d'en acheter. Donc, je me disais pas, oh là là, je suis mineur, etc., etc. Et ça change un peu la donne. Ne serait-ce que parce que j'ai toujours vu des gens boire autour de moi. J'ai toujours entendu des gens, enfin boire raisonnablement, hein. J'ai toujours entendu des gens parler d'alcool autour de moi. Et puis truc, voilà, c'était des espèces de règles qui, pour moi, étaient acquises. Typiquement, boire seul, il faut commencer à se poser des questions quand on picole seul. L'alcool, c'est fait pour boire entre copains et pas boire trop. Moi, c'est un truc, j'ai eu toujours ma mère qui aime bien boire du vin, etc. C'est un truc qu'elle m'a toujours dit, quoi. L'alcool, faut pas en boire trop, il faut pas en boire seul. Typiquement, c'est une règle, une bonne règle. Après, on peut la nuancer. Vous voyez, mais c'est déjà une règle, c'est déjà un cadre. Et en plus, t'as pas le droit d'en consommer mineur. Donc j'ai une consommation problématique d'alcool beaucoup plus tard. Et les premières fois où je me suis bu des bières tout seul, voire que j'ai commencé à être un peu pété tout seul, ça m'est arrivé, je vais pas vous mentir. C'était bien plus tard que le cannabis. Cannabis, mes premiers joints, j'étais en mode genre, vas-y, je vais prendre un joint pour tester ce que ça fait de le fumer tout seul chez moi. Parce qu'il y avait pas de cadre, il y avait pas de régulation. Dans tous les cas, ce que je faisais, c'était illégal et dans le dos de mes parents. Mes premières bières, etc., c'était pas dans le dos de mes parents. Et ça change la donne, hein. Ça change la donne. Et ça, je l'ai vu pour moi. Je l'ai vu à quel point le fait que le cannabis est illégal, ça a favorisé le développement d'une addiction au cannabis et d'une consommation addictive.
Je l'ai vu pour moi, vraiment. Si ça avait été légal depuis le début, 100%, j'aurais développé une addiction moins forte au cannabis. Peut-être que j'aurais développé une addiction, c'est pas impossible. Mais 100%, je le sais, je vous le dis, si ça avait été légal depuis le début, j'aurais été moins accro au shit. 100%. Vraiment. Boire seul, pour le coup, je trouve pas ça inadmissible. Ça dépend de la quantité, mais t'éclater la gueule tout seul, c'est un red flag, quoi, un peu. En mode, si tu commences à te bourrer la gueule seul, pose-toi les questions, c'est peut-être que t'es en train de glisser vers de l'alcoolisme, quoi. Voilà. Si vraiment le soir, t'es en genre, vas-y, j'ai envie de me péter trois canettes de Gouda et me défoncer la tête. Bon, voilà, c'est pas ouf. Après, on peut boire un verre de vin tout seul, boire une bière ou deux tout seul, même ressentir le petit buzz pour se détendre après une dure journée. C'est pas grave en soi, mais c'est le genre de question qu'on doit se poser. Si tu commences à prendre goût à boire seul, ça veut dire que t'as pas le même rapport qu'au début, généralement. Ça fait partie de ces questions. Il y a des questions qu'on doit se poser pour savoir si on commence à être dans un rapport addictif. Il y a le fait de consommer seul, il y a le fait de consommer en cachette, il y a le fait de consommer à des moments où c'est pas un très bon moment pour le faire. Typiquement si t'as des trucs à faire après. Moi je sais que pour le cannabis, toutes les cases étaient cochées. Je fumais en cachette, je fumais l'après-midi alors que le soir je devais voir faire des trucs avec ma famille en espérant que j'allais pas être trop foncé en les voyant et que ça se voit pas. Et j'en fumais seul, j'en fumais en cachette et j'en fumais à des moments inadéquats. Déjà si tu te poses ces trois questions-là, tu te dis je commence à être un truc addictif. Vous voyez ? Et sur l'alcool, je me suis déjà posé ces questions-là aussi. Je me suis dit attends, mais là je suis en train de boire un moment tout seul limite en me disant c'est pas le bon moment pour le boire, j'espère que les gens vont pas savoir que j'ai bu. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, pas très souvent, mais à partir du moment où je m'étais dit ça, je me suis dit attends, est-ce que c'est pas comme le cannabis quand j'ai commencé à développer une vraie addiction au cannabis cette histoire, mais avec l'alcool, la kétamine dont je vous parlais pareil tout à l'heure, pareil, la même chose. Je me suis dit attends, là je viens de prendre de la ké en cachette l'après-midi en espérant que le soir je sois opérationnel, tout seul dans ma chambre. Mais je suis comme avec le cannabis quand j'avais 16 ans en fait, ça va pas du tout, Voilà. Donc c'est pas des trucs, c'est pas vraiment des red flags, mais c'est des trucs qui sont censés te faire poser des questions parce que ça peut être le début d'une consommation problématique et addictive, quoi. C'est plus ça. Oui, après je rentre et t'es penaud, exactement. Ça m'est déjà arrivé de boire un peu, d'être bourré. Et je suis en mode genre ah non, il y a Germaine qui va rentrer. J'espère que je vais pas être trop bourré, que ça va pas se voir, quoi. Là quand tu te dis ça, c'est que t'es dans un rapport addictif avec la substance. Prends la ligne. Là la question se pose plus. C'est que t'aurais mieux fait de pas boire et tu l'as fait parce que t'as pas pu t'en empêcher, quoi. Voilà. Spoiler, ça se voit de ouf. Non, si t'as bu une bière, ça se voit pas. Mais ça a pu m'arriver de me poser ces questions, de me dire attends, là si je bois juste une pinte vite fait, ça devrait aller pour ce soir. Quand on commence à se dire ça, a priori, c'est qu'on développe un rapport addictif, quoi. Voilà. Bah, je sais pas, je sors jamais, mon compagnon boit pas d'alcool, donc quand j'ai envie de me boire 2 verres de Prosecco, je le fais toute seule. Et j'arrête quand je veux. Ouais, mais ça dépend des gens. Et mon ancienne coloc ne buvait jamais seule, elle avait l'alcool festif et pourtant elle était alcoolique. Ouais, c'est pour ça que c'est plus compliqué que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Zouzou les pétales. Il y a des gens qui peuvent boire seuls et c'est pas une consommation problématique. Des gens qui ne boivent jamais seuls et qui sont alcooliques, quoi. Tout à fait. Mais c'est à minima des choses qui doivent se faire poser des questions. Ça dépend. Si t'as commencé à boire de manière festive avec des gens et que qu'à la base tu buvais pas tout seul et que d'un seul coup tu commences à boire tout seul régulièrement pour vraiment être bourré, c'est qu'on doit se poser des questions sur l'évolution de la consommation. Moi je dis ça parce que j'ai commencé les joints de manière festive et en groupe. Normalement j'ai commencé à fumer seul. J'ai commencé l'alcool de manière festive et en groupe et après ça a pu m'arriver de boire seul, mais boire pour être bourré, quoi, vous voyez. Et la kétamine à un moment donné ça m'a fait pareil. Donc ça dépend des gens, mais ça doit se faire poser une question. On peut très bien se poser la question et la réponse est en mode non, c'est ok, quoi. Ça dépend. Mais bref, on s'est compris. Dans tous les cas, quand t'as 15 ans et que tu fais des expériences avec des substances, avoir des règles, même si elles sont inexactes, avoir des règles quand même de boire tout seul, normalement, c'est pas ouf. Quand t'as 15 ans et que tu commences à boire tes premières bières et à faire tes premières soirées où tu bois avec des potes, c'est plutôt bien d'avoir ça dans un coin de la tête plutôt que de ne pas l'avoir. Moi, j'ai vu la différence entre le cannabis et l'alcool à ce niveau-là, quoi. C'est là où je voulais en venir. Donc, on en revient au sujet de l'article. Il y avait une drogue qui était légale et régulée, l'alcool, où au moins j'avais des règles en tête. Exact ou pas, j'avais au moins des règles en tête, c'est déjà ça. Et il y avait une drogue illégale et non régulée, le cannabis, j'avais aucune règle en tête, c'était entre moi et moi-même, quoi. Et j'ai fait beaucoup plus n'importe quoi tôt avec le cannabis qu'avec l'alcool. C'est là où je voulais en venir. Allez, question suivante. Quels seraient les effets sur la consommation ? N'y aurait-il pas un risque d'une augmentation des usages problématiques ? Donc ça, c'est le fameux argument des prohibitionnistes et de la droite qui sont contre la drogue. Ils sont en mode genre, mais si on légalise, les gens vont plus se droguer parce que le fait que ça soit illégal, ça incite à ne pas se droguer. Oui, à vérifier ça, hein. À vérifier. On constate en réalité que le niveau d'interdiction n'est pas forcément corrélé au niveau de consommation. L'exemple du cannabis en France est très parlant. On a une prohibition totale alors que la moitié de la population adulte a déjà consommé du cannabis, soit plus que les Pays-Bas où on peut en acheter librement. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans la consommation. Il faut se demander pourquoi les gens consomment. Personne ne consomme sans raison. Il y a toujours un besoin derrière et celui-ci peut être très varié. Profiter au maximum de la fête et des sensations qu'elle procure. Moi, ça a pas mal été ça. Certaines substances vont être prises pour se détendre, se relaxer. Ouais, moi c'est plus vraiment pour en mode essayer de vivre la vie à 100% et faire mes expériences en milieu festif. Moi c'est plus ça à la base qui m'a attiré là-dessus. Le côté
faire des expériences et tenter les trucs que la vie a à me proposer. Moi, c'était plus ça, je pense, qui m'a attiré à la base. Merci Juliette Sauvage pour le 14e mois. Certaines substances vont être prises pour se détendre, se relaxer. D'autres, comme la cocaïne, vont au contraire avoir pour but de maintenir éveillé, de tenir une cadence. Par exemple, on sait que le nombre de consommateurs de cocaïne a explosé. Donc en 2023, 1,1 million de Français déclaraient avoir consommé de la cocaïne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, contre 600 000 en 2017. Ah, ça a presque doublé. Et l'une des raisons à cette augmentation souvent invoquée est le travail, avec une consommation dans ce contexte. Et oui, on peut notamment penser au métier de la restauration. Moi, les personnes que je connais qui ont développé des addictions à la cocaïne sur Paris, une fois sur deux, ils travaillent dans la restauration. Voilà. Et en tout cas, j'ai vraiment vu des gens qui bossent dans la restauration bien aimer la coke, quoi. Bien aimer la coke, et souvent, c'était lié aussi au milieu dans lequel ils évoluaient, quoi. C'était un phénomène souvent associé à certaines professions, comme le marketing ou la publicité. Mais désormais, ce sont aussi des ouvriers, des gens qui travaillent dans le domaine de la pêche, dans les abattoirs, la restauration. Des métiers où on a besoin de tenir un certain rythme. Et c'est vrai que ça s'est démocratisé, la coke. On a souvent l'image des riches bourgeois marketeux qui prennent de la coke dans leurs soirées huppées. Mais pour beaucoup de gens, la coke, c'est aussi des gens qui ont commencé à faire des soirées entre potes, juste des soirées 5 personnes autour d'une table, quoi, vraiment. Les soirées en mode une bouteille de Jack Daniels, une 50 balles de shit et 4 mecs autour d'une table. Vous voyez ce genre de soirée? C'est des soirées qui sont très très répandues en France, très très répandues. Et ben ce genre de soirée, au final, à la base, c'est ça, c'est un peu de shit, un peu de whisky, puis avec les années qui passent, au final, tu rajoutes un peu de coke au combo, quoi. Et c'est aussi beaucoup ça, des soirées qui sont vraiment pas des soirées huppées de marketeux pétés de thunes à Paris, quoi. Voilà. Très très bonne soirée, il y a des bonnes soirées comme ça, mais est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on a envie de rajouter un peu de coke à ces soirées-là? Bah, moi j'ai fait des soirées où il y avait un peu de coke, la soirée était cool. Ça rajoutait un peu de piment. Mais quand ça devient systématique, bah c'est un problème. Voilà, mais moi je vais pas vous mentir, hein. Après, moi c'est pas la drogue que j'ai préféré consommer dans ma vie. Mais au bout d'un moment, il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les autres, quoi. Moi j'ai fait des soirées où rajouter un petit peu d'une autre substance au classique alcool, ça fait une soirée très rigolote, quoi. Et la question c'est, est-ce que au bout d'un moment ça devient un automatisme? Est-ce que tu ne peux plus te passer de cette petite cerise sur le gâteau des substances, quoi? Voilà. C'est... Parce que pareil, tu vois, des trucs comme le LSD ou les champis. Parfois, il y a un truc, c'est en mode, vas-y, on se fait une soirée champi entre potes. Genre, une fois par an, tu te fais une soirée champi entre potes. Mais là, c'est différent. Parce que c'est pas un truc qui est trop de l'ordre de l'addiction. C'est une soirée à part entière, un truc différent où, vas-y, on fait un truc de manière un peu ritualisée, entre amis, une soirée spécifique, différente, une fois de temps en temps, et ça reste une fois de temps en temps, de se dire, bah, de temps en temps, petite soirée champi entre potes. C'est cool, on rigole. C'est marrant. Petite après-midi champi, je sais pas où, quoi. Donc il y a vraiment des manières de consommer des drogues ritualisées et non problématiques. Et moi, je trouve l'exemple de la petite soirée champi entre potes une fois par an, c'est un bon exemple. Avec un bon set and setting et tout, genre. Donc, d'ailleurs, parfois, le marché des champis qui est assez mal régulé, puisque tu peux te démerder pour semi-légalement, enfin sur des sites légaux, sans passer par le dark web, t'en procurer en réalité. Donc, et pourtant, il n'y a pas eu une explosion de la consommation de champis ou de ce genre de choses, ça va, quoi. La bonne question à se poser, c'est de ne pas savoir si le niveau de prohibition ou de régulation va engendrer de la consommation. Ce qu'il faut interroger, c'est le contexte général dans lequel nous vivons. On se rend compte que nous sommes en train de créer une société qui en demande tellement aux gens que ceux-ci ont besoin de produits pour travailler. D'un point de vue de la santé publique, pour nous, s'il y a une hausse de la consommation, mais pas de la consommation problématique, on aurait plutôt gagné notre pari. Et oui, c'est ce que je disais. Parce que des gens, une fois de temps en temps, une fois par an, tu fais ta soirée techno, tu fais ton festival une fois par an où tu prends un extra, on s'en bat les couilles. Il pourrait y avoir plus de gens qui font ça, mais de manière vraiment très ponctuelle, genre un moment festif par an, où tu prends ton extra en soirée, par exemple. Il pourrait y avoir plus de gens qui font ça, et moins de gens qui développent des addictions à la cocaïne. Bah, ce serait mieux. Ça serait mieux en réalité. Ça serait mieux à tous les niveaux. En termes de santé publique, en termes de narcotrafic, en termes de ce que vous voulez, ça serait mieux à tous les niveaux. Justement, c'est ça qu'il faut séparer consommation et consommation problématique. Le problème n'est pas que les gens consomment, mais pourquoi ils le font. S'ils le font de manière ponctuelle, sans prendre de risques, ce n'est pas forcément grave. Tout à fait. Quelles sont les conditions pour qu'une régulation fonctionne? Il y a tout d'abord la question du prix. Les gens doivent avoir envie de quitter le marché noir pour aller vers un marché régulé. Pour cela, il faut que ce dernier soit attractif. Si les prix sont beaucoup plus chers en raison des taxes, les consommateurs vont rester sur le marché noir. Alors après, tu peux essayer de justement ajuster le marché légal au marché noir pour faire ça. Il me semble que c'est ce qu'ils ont fait au Canada, par exemple. Ensuite, il y a la question de la quantité. Il faut des dosages suffisants pour produire des effets, mais qui ne soient pas trop importants et donc risqués. En fonction des usages, vous pouvez imaginer des régulations assez fines, comme pour les médicaments. Il faut également que le dosage soit suffisant pour produire les effets recherchés. Si des personnes achètent de la MDMA sur un marché régulé et que celle-ci est trop faiblement dosée, elles vont se détourner et retourner sur le marché noir.
Et après, ça dépend de tout un tas de paramètres et c'est un peu dur à mettre en place, hein, en fonction de ton poids, de ton métabolisme, de qui t'es, est-ce que t'es habitué ou pas. T'as des gens, ils prennent une toute petite substance, ils vont être défoncés. T'as des gens, ils vont en prendre 2 fois plus, ils vont être. C'est ok. Donc, ça, c'est peut-être. Techniquement, il y a un sujet là-dessus, mais ça reste de l'ajustement technique. Avec des vrais professionnels et des gens qui font les choses bien et en plus des produits propres où les substances sont parfaitement maîtrisées de ce qu'il y a à l'intérieur, où il n'y a pas de coupe et tu sais pas, il n'y a pas de je sais pas quoi dans la coupe, ça serait déjà plus facile de le faire, quoi. Une question importante sur laquelle nous sommes assez stricts est celle du marketing. Tout à fait. Dans un marché régulé des stimulants, il n'y aurait absolument pas de marketing ni de publicité. D'autres marchés, comme les jeux d'argent et de hasard, autorisent aujourd'hui des publicités financées par des acteurs privés, qui peuvent être très agressives et ciblant des populations à risque. Et j'ajoutais pour les paris sportifs, ciblant les jeunes typiquement, les adolescents directement. Dans notre modèle, cela n'existerait pas. Quand vous irez dans une boutique dédiée, il sera juste indiqué le dosage, l'effet du produit, ce que vous pouvez en attendre, etc. Et basta. Et ça, c'est le principe d'ailleurs. Sur le tabac, ça se fait déjà. C'est le principe du paquet neutre sur le tabac. Il n'y a plus de marketing autour du tabac. T'achètes ta marque, tous les paquets sont pareils, pas de marketing, t'arrives, tu demandes ton paquet de Camel, tu demandes ton paquet de Marlboro. Tu vas pas être en mode genre, oh Camel, c'est plus stylé que Marlboro. Voilà, quand j'ai commencé à fumer, c'était encore ça. Il y avait des jolies couleurs sur les paquets. Et donc le paquet neutre qui a été mis en place il y a un peu moins de 10 ans, sur le tabac, c'est un exemple de ça, de démarketiser, on va dire, une substance avec un encadrement, une régulation de plus en plus stricte. Il n'y a plus besoin, ils vendent quand même. Bah ouais, mais ça c'est pour qu'il y ait de moins en moins d'entrants sur le marché du tabac, en fait. Pour les gens qui fument déjà, ça ne change rien le paquet neutre. On s'en bat les couilles, ça ne change rien pour ceux qui fument déjà. Mais c'est pour que des jeunes soient moins attirés vers ce produit. Parce qu'en vrai, ça craint un peu. Quand t'étais à mon âge, à mon époque, quand t'étais petit, le paquet de tabac avait un côté un peu classe, quoi. Et les gens avec leur paquet de Camel, le joli dessin dessus, il n'y avait pas de message dessus. Maintenant, rendez-vous compte pour un jeune ce que c'est un paquet de tabac. C'est paquet neutre, gros truc, grosse image de prévention dégueulasse de la médecine. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Les jeunes, de plus en plus, ils voient les fumeurs plus âgés qu'eux comme des gens qui sont bêtes dans leur addiction. Enfin, je grossis un peu le trait. Ce côté, c'est beaucoup moins sexy qu'avant, la clope. Et je dis sexy, c'est pas au hasard. Parce que pendant des années, notamment aux États-Unis, il y a eu une romantisation du tabac où c'était stylé de fumer du tabac. Et c'est Big Tobacco qui a mis ça en place exprès. Et donc, justement, le paquet neutre et les messages de prévention avec écrit en gros, tu vas choper un cancer, fils de pute, et des images de gens morts. Bah, ça rend le truc moins sexy. Ça rend le truc moins sexy et ça fait que les jeunes ont moins envie de se mettre au tabac parce que les jeunes perçoivent plus ça comme un truc d'addict et de personnes malades finalement que comme quelqu'un comme le cowboy qui fume sa clope et qui est un peu stylé, quoi. Ah. Donc j'ai fait une collection de paquets Camel quand j'étais jeune. Bah ouais, voilà, ça n'existe plus et c'est tant mieux et ça marche, ça fonctionne. Les jeunes là fument moins que leurs aînés et plus tu vas dans la jeunesse, moins ça fume par rapport aux aînés. Ça fonctionne. Et ça, c'est le manque de marketing fonctionne à ce niveau-là. Voilà. Donc évidemment qu'il faudrait faire pareil avec des drogues comme la MDMA, la cocaïne et le speed, quoi, et toutes les autres. Donc ces magasins seraient, comme le packaging des produits, neutres. Donc les magasins qui vendraient de la MD typiquement. Ils seraient comme le packaging des produits, neutres, sans marketing, avec juste de l'information factuelle sur les produits. Mais cela n'empêche pas d'avoir des messages de prévention, de réduction des risques, sur la manière de consommer, les quantités à prendre, que faire en cas de problème, etc. On se pose également la question de faire en sorte qu'une personne n'achète pas d'énormes quantités. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de permis d'acheter qui permettrait d'avoir une identité, de vérifier l'âge du consommateur, etc. Cette carte permettrait aux vendeurs de vérifier ce que vous avez déjà acheté durant la semaine afin d'éviter la surconsommation. Et une telle solution poserait d'autres questions en matière de données personnelles. Ce sont des hypothèses dont il faut discuter. Voilà, il y a plein d'ajustements techniques à faire, mais c'est imaginable en tout cas. Dans tous les cas, même ces problématiques techniques par rapport au marché non régulé et totalement clandestin actuel, ça serait infiniment mieux, hein, c'est sûr. Une autre hypothèse possible est la vente directe en pharmacie, comme c'est par exemple le cas en Uruguay avec le cannabis, où le produit est conditionné dans un packaging neutre, avec simplement différentes couleurs en fonction du dosage. En mai 2025, une exposition sur la régulation de la MDMA, qui s'était tenue à Gand, en Belgique, Gand, je sais pas comment ça se prononce, avait également imaginé différents endroits où l'on pourrait en acheter. Un magasin spécialisé, mais également des distributeurs en club. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, une fois, j'avais imaginé ça, mais pourquoi les clubs, pourquoi les festivals vendraient pas... Gand, ça se dit. Ok. Pourquoi ils vendraient pas directement les Taz, qui sont de toute manière consommés dans leur festival? Ça serait juste mieux. De toute façon, t'as plein de festivals, t'as plein de soirées techno, où dans tous les cas, ça prend des Taz. Pourquoi s'ils les vendaient pas directement, de manière absolument encadrée et régulée, est-ce que ça serait pas juste mieux pour tout le monde? Bah si, moi je pense que si. Donc ok, donc ils évoquent aussi cette piste-là. Les distributeurs en club. Les conclusions étaient un peu les mêmes que les nôtres. Acheter quelque chose en club sans aucun conseil d'un professionnel, cela pose un certain nombre de problèmes et il vaut mieux un modèle encadré. Ok,
Quand ils disent en club, c'est les clubs en mode soirée techno et tout? Ou c'est les cannabis clubs et ce genre de choses? Bon, je sais pas. Question suivante. Le guide fait le constat d'un échec de la guerre menée contre la drogue, de plus en plus partagée au niveau international, et fait état de plusieurs avancées dans le monde. Pourtant, en France, l'idée d'une légalisation ne semble pas progresser pour le cannabis et est totalement absente pour les autres produits. Pensez-vous pouvoir faire émerger ces questions dans le débat public? Le constat que le système actuel ne marche plus est fait par de plus en plus de monde, y compris par des politiques. Lors d'un discours à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un débat sur la question du narcotrafic, terme qui recouvre plein de choses, Sébastien Lecornu avait dit, je paraphrase, que nous n'avions que deux options, soit la dépénalisation, soit continuer la répression. Ouais, mais eux, ils choisissent de continuer la répression. C'est con là. Le fait que le Premier ministre note qu'il y a une question de dépénalisation qui existe montre que de plus en plus de personnes se rendent compte que la prohibition, ça ne marche pas. Mais le gouvernement a choisi malgré tout la répression. On a l'impression d'une fuite en avant dans laquelle on tente de culpabiliser au maximum les consommateurs. Cela se voit bien à travers des campagnes médiatiques de plus en plus caricaturales. Et oui, on pense à Darmanin qui est en mode genre La drogue, déjà, c'est de la merde. On va fermer tout un tas de vendeurs de shit, des cages d'escalier, on récupère des plaquettes de shit et on va dire que c'est un grand progrès alors que ça ne change rien. Je veux dire, les macronistes en particulier, et Darmanin en particulier, par rapport à ça, ils ont été immondes à faire leur com, prohibitionniste, full répression, sécuritaire de merde là. Quand tu t'intéresses à ce sujet-là, c'est honteux de faire ça. C'est une honte. Déjà pour la réduction des risques et pour la santé des consommateurs, etc. Quoi. Voilà. Et Retailleau, j'en parle même pas. Retailleau qui a dit, je sors cette phrase à chaque fois, mais elle est incroyable. Retailleau a dit mot pour mot, fumer un joint de cannabis, c'est tirer 2 balles dans la tête d'un enfant de 6 ans. Vous pouvez chercher, il a prononcé cette phrase mot pour mot. Voilà, par rapport au règlement de compte et au narcotrafic à Marseille, ce genre de choses. Voilà. Si c'était réel, si c'était réel, il y a certains dans le chat, vous êtes des tueurs d'enfants, mais genre sale tiers, quoi. Voilà. Un peu d'humour noir. Bon. Et si un gamin de 6 ans fume du shit, ça fait quoi? Alors, je déconseille aux gamins de 6 ans de fumer du shit, évidemment. Ouais, j'ai un génocide à moi tout seul. Ouais, il y en a certains, on a l'impression que vous êtes dans l'armée israélienne, quoi. Eh bien. Aïe aïe aïe. Bon, bref, voilà. Donc, cette outrance permanente et cette course à l'échalote de qui sera le plus autoritaire et répressif sur des sujets comme la drogue, quel enfer. Quel enfer. C'est vraiment, quand tu connais le sujet de la réduction des risques et de la consommation, enfin, de la drogue de manière générale, c'est une putain de honte. Moi, ça fait partie des choses qui me révoltent parce que c'est un sujet que je connais. En plus, je suis concerné en réalité. Comme beaucoup de Français. Même les gens incapables de penser au-delà de la prohibition se rendent bien compte que ça ne marche pas. Ils continuent à aller encore plus fort, dans le même sens, et deviennent des caricatures d'eux-mêmes. L'un des buts de ce guide est justement de faire bouger ce débat qui stagne. Nous voulons montrer qu'on peut réfléchir à des choses pragmatiques, réalistes, et qui changeraient vraiment la donne en matière de santé. Parce que c'est tout de même ça le problème dans ce marché dérégulé. Tout à fait. Alors, dernière question. Comment expliquez-vous cette incapacité à aborder rationnellement la question de la consommation de produits psychotropes et cette tendance à culpabiliser le consommateur? Alors, c'est une très bonne dernière question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ordre de la morale, quoi. De l'ordre du fantasme et de la morale, quoi. C'est genre, oh là là, les gens se détruisent en prenant de la drogue, du coup c'est mal. Mais à partir du moment où l'alcool est légal et accepté très largement dans la société, et là on parle de la société française en particulier, bon, réfléchissez 5 secondes, bande de couillons, quoi. Je veux aussi des exemples, en plus, sachant qu'il y a plein de gens qui sont par ailleurs des stars tout à fait fonctionnels. On sait qu'ils consomment ou qu'ils ont consommé de la drogue, ils sont adulés par des millions de personnes, quoi. Ça devrait aider à réfléchir là-dessus. Non, même pas. Franchement. Aïe aïe aïe. Il y a en effet dans la société une stigmatisation, un regard moral, le mot est posé, posé sur les consommations de produits psychotropes. Si on en prend, c'est forcément mal. C'est mal pour soi et mal pour les autres. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que cette conception est relativement récente. Elle a peut-être une centaine d'années. L'idée de catégoriser des substances comme étant stupéfiantes et négatives date, en gros, du 19e siècle. Et elle a été beaucoup poussée dans les années 1970, après la déclaration de la guerre à la drogue par les États-Unis. Encore eux. Encore ces connards d'Américains, putain. La consommation de substances psychotropes a pourtant toujours existé. Et ce qui est intéressant de noter, c'est toutes les substances qui ne sont pas classées. L'alcool, qui est un produit extrêmement dangereux, qui fait du mal au corps, qui crée des accidents et de la dépendance, est légal. Le tabac est légal. On ne trouve aucun raisonnement scientifique, aucune raison médicale, scientifique, pour que la cocaïne ou le cannabis soient illégaux, mais que l'alcool soit légal. Alors la justification, c'est oui, mais l'alcool, c'est bon. Oui, c'est vrai. Un bon vin, c'est aussi un bon produit qu'on apprécie pour ses qualités œnologiques. C'est vrai.
c'est vrai. Mais avec le cannabis, on pourrait dire pareil. Un bon cannabis, c'est bon. Non? C'est un acquired taste. Enfin, je suis désolé. Si on consomme que le tabac peut être consommé pour le goût et pour le plaisir gustatif à travers le cigare, tu dis la même chose du cannabis. C'est bon. La cocaïne, pour le coup, bon. Une bonne cocaïne qu'on prend pour le goût et pas pour l'effet. Ah non, mais je prends de la quai, mais c'est pour le goût. J'aime bien le goût dans les narines. Oui, oui, bon. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ça joue dans la justification de la légalisation ou pas. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt et dire non, non, c'est pour le goût quand tu prends de la coke ou de la kétamine. C'est vrai. Ou un extra. Là, t'es en mode non, je le prends pour l'effet. Alors que pour l'alcool, tu peux dire oui, l'effet fait partie du truc. Certes. Mais c'est avant tout un produit du terroir. C'est avant tout pour le goût. Bon. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Voilà. Une bonne coke aussi. Pour ça, je déteste le goût de la cocaïne. Ça me donne envie de vomir. Et d'ailleurs, la coke me fait assez souvent vomir quand j'en prends. C'est pour ça que j'en ai pris assez peu dans ma carrière de consommateur. Voilà. D'ailleurs, pendant mes travaux, à un moment donné, j'arrive, c'est les travaux là dans mon rez-de-chaussée. Et au moment où ils ont posé l'isolant, je sais pas c'était quelle odeur. Ils ont posé l'isolant et après ils ont mis une espèce de mousse en spray pour colmater les petits trous là. J'arrive dans mon salon en travaux et je suis en genre cette odeur me rappelle trop un truc, mais j'arrive pas à me souvenir de qu'est-ce que ça me rappelle. Cette odeur me rappelle quelque chose. Une odeur que je connais, mais c'est quoi? Et je crois que c'est l'odeur de la cocaïne. Non, j'étais genre ah, je crois que ça me rappelle l'odeur de la coke. Voilà. Non, pas l'odeur du sang, l'odeur, le goût de la cocaïne, quoi. Je crois que c'est l'espèce de grosse mousse en spray qu'ils mettent avec l'isolant. Genre, mais ces travaux me rappellent une odeur de sniff. Vieux goût de kérosène de merde, ouais. Après, quand on a vraiment un goût de kérosène marqué, généralement, c'est qu'elle est pas trop coupée. Bref. L'ammoniac, c'est peut-être l'ammoniac, je sais pas. La mousse expansive de polyuréthane, ça devait être ça. Ça devait être ça. C'est un bon isolant, la coke. Ah, c'est un bon isolant, mais ça coûte beaucoup trop cher. Hein. Beaucoup trop cher. Hein. Tu kiffes les solvants, en fait? J'aime pas le goût de la cocaïne. J'aime pas. Après, il y a des gens qui détestent sniffer de la kétamine. Et encore une fois, c'est vraiment, on n'est pas tous pareils par rapport aux drogues. Il faut garder ça dans un coin de la tête. Parce que si on garde ça dans un coin de la tête, ça aide justement à identifier où est-ce que tu commences à avoir une addiction ou non. Faut pas se dire, telle drogue est plus addictive que l'autre. Enfin, si, il y a des drogues plus addictives que d'autres. C'est vrai. Mais il faut aussi se dire, ça dépend des gens. Et ça, c'est très important de se le dire. Il y a des gens, la coke, ils aiment bien, même en sniffer, la sensation que ça leur fait, l'anesthésie là dans la narine, le petit goût, ça les dérange pas. Limite, ils aiment bien, ils associent ça à un truc qu'ils aiment bien. Mais ils prennent de la. Et il y en a qui détestent ça. Moi, je déteste ça, par exemple. Et avec la kétamine, c'est le contraire. Moi, je connais des gens, ils prennent de la kétamine, ils sont en mode je déteste le goût que ça a, la sensation que ça fait dans le nez, je déteste ça. Moi, ça va. Vous voyez? Donc, ça dépend vraiment des gens. Et en fait, analyser ce genre de choses, analyser ses goûts, ça veut dire ses affinités face à différentes substances, je pense que c'est une très bonne chose à faire pour essayer de comprendre si on est en train de tomber de développer une consommation problématique et une addiction. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, pour la petite anecdote, je n'arrivais pas à me dire, mais c'est quoi cette odeur là? L'odeur de travaux dans mon salon, l'odeur de mousse polyuréthane, je sais pas quoi là. J'étais en mode genre, ah oui, ok, c'est ça que ça me rappelle. C'est une odeur de sniff. Voilà. Bref. J'en étais où? Dans tous les cas, je le redis. Moi, par rapport à tout ça, j'ai vraiment, je ne suis plus du tout là-dedans par rapport à l'époque. J'ai eu mes problèmes où je faisais vraiment gaffe et il se trouve que maintenant, je maîtrise. À part pour l'alcool, je trouve que je maîtrise vraiment mes consommations. Et même pour l'alcool, ça va, je la maîtrise bien plus qu'avant. Donc, tout ça pour dire, voilà, si vous avez développé des problèmes d'addiction, faites gaffe. Inquiétez-vous-en un petit peu, un minimum. Surveillez votre rapport aux différentes substances. Essayez de ne pas vous laisser emballer si vous avez une addiction, quoi. Et surtout, avec le temps, franchement, on peut. C'est jamais une impasse, l'addiction. C'est jamais une impasse. On peut développer des addictions. Et quelques années après, on se dit, oh putain, je suis plus du tout là-dedans. Et ça peut aller assez vite, en fait. On peut très vite se déshabituer de la consommation d'une substance, quoi. Donc, si vous avez des problèmes de cet ordre-là, faites gaffe, évidemment. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels. Et ne perdez pas espoir par rapport à votre addiction. C'est jamais trop tard avec les addictions. Il y a des gens qui sont tellement deep dans des addictions, des gens vraiment polytoxicomanes, vénères. Ils en sortent. Ils se sortent de leur trou. Et à l'après, ils sont en mode c'est bon, je suis plus là-dedans, la vie est belle. Hein. Vraiment. Il y a plein d'exemples de ça, quoi. Donc c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour entamer un parcours de soins. C'est jamais trop tard pour ne pas tomber définitivement dans un truc. On tombe jamais définitivement dans un truc. On peut toujours s'en remettre. Donc force à ceux qui sont là-dedans. Et vous dites pas c'est trop tard pour faire quelque chose. C'est jamais trop tard pour faire quelque chose. Et c'est jamais perdu d'avance. Voilà, je tiens à le redire. On peut rappeler les numéros gratuits pour les aides aux addictions. Les numéros qui te répondent quand tu as des idées noires. N'hésitez pas à mettre ça sur le chat. S'il y a des liens pour des trucs de réduction des risques, machin bidule. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Tout à fait. C'est important.
Donc j'en étais où ? Oui. On trouve aucun raisonnement scientifique, aucune raison médicale scientifique pour que la cocaïne ou le cannabis soient illégaux, mais que l'alcool soit légal. Il y a donc forcément une raison autre qui explique ces choix, des causes sociales profondes, des rapports de classe et des questions de discrimination raciale. Tout à fait. Typiquement, légaliser le shit, ça arrange pas les droitards. Pourquoi ? Parce que l'illégalité du cannabis, c'est une manière absolument idéale pour le pouvoir en place et pour la droite en place d'exercer un contrôle social sur les populations racisées, les populations noires et arabes principalement, dans les quartiers. C'est en mode genre, il y a suspicion d'être un dealer ou d'être un fumeur de shit dès qu'il y a un arabe dans une banlieue en France. Du coup, les flics, ils arrivent, c'est une très bonne manière de contrôler en permanence et de faire du contrôle social sur ces populations-là. Donc, ils n'ont aucun intérêt d'un point de vue autoritaire à légaliser le cannabis. Ils utilisent ça pour criminaliser et plus largement exercer un contrôle social via des contrôles policiers incessants et une pseudo-lutte contre le narcotrafic qui en réalité n'est faite que de contrôle de routine et d'humiliation quotidienne. La droite et les autoritaires et les racistes n'ont aucun intérêt à légaliser le cannabis par rapport à ça. C'est un atout pour eux pour pouvoir continuer à foutre le bordel dans les banlieues, humilier, criminaliser et contrôler tout un tas de populations racisées, on va dire, issues de l'immigration. J'aime pas trop le mot racisé, mais on l'utilise cette fois-ci dans les quartiers, quoi. Donc c'est pour ça qu'il parle aussi de questions de discrimination raciale. Et ça, quand tu regardes le rapport entre discrimination raciale et drogue, c'est un sujet qui est vieux, hein. C'est pas nouveau, y compris aux États-Unis. C'est pour ça que les Black Panthers, à un moment donné, aux États-Unis, ils étaient anti-drogue. Ils étaient pas anti-drogue pour des raisons morales. Ils étaient en mode genre, non. Le pouvoir fait exprès de mettre de l'héroïne, du crack et des sales drogues dans nos quartiers noirs. Et ça nous empêche de nous mettre en action. Ça nous empêche de nous former politiquement. Ça nous empêche de nous former collectivement. Enfin, pas de se former, de nous organiser collectivement. Donc, ils étaient en mode la drogue, ça dégage. C'était pas pour des raisons morales. C'était en mode la drogue, ça dégage parce que les puissants, l'ordre racial dominant, les capitalistes blancs, etc., ont tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens addicts à des substances dans nos quartiers noirs américains. Et si on veut s'organiser collectivement et se former, bah ça ne sera pas en faisant qu'on le fait. Donc ça, c'était un sujet qui était assez central, je sais pas, mais c'était un vrai sujet au sein des Black Panthers, par exemple, à l'époque aux États-Unis, dans les années 70. Et les années 70, justement, il le disait dans cette interview-là, c'est aussi le début de la fameuse War on Drugs des États-Unis d'Amérique, quoi. Donc il y a aussi tout un sujet, effectivement, par rapport aux discriminations raciales et aux rapports de classe, des causes sociales profondes. Tout à fait, c'est très bien de le préciser. Mais les sociétés peuvent évoluer. Nous pouvons évoluer. Oui, dis bien. La réalité aujourd'hui est que malgré l'interdiction, malgré ce regard moral, il y a des consommations. La question qu'il faut se poser est pourquoi les gens consomment ? Il faut y répondre de manière réaliste. Il faut reconnaître que même pour des substances considérées comme dures, la majorité des consommateurs en font un usage qui ne pose pas de problème. Et ça, c'est très bien de le rappeler. C'est très bien de le rappeler parce que aller dire ça à un droitard, que la majorité des personnes qui ont pris un extra dans leur vie, qui ont pris de la MDMA dans leur vie, n'ont pas développé d'usage qui fait de problème sur le temps long. Et la plupart ne regrettent pas d'avoir eu cette période dans leur vie. Il y a trop de gens, ils ont une période de 2-3 ans dans leur vie, ils vont en soirée techno, ils prennent des tasses, ils prennent un peu de coke, etc. Derrière, ils se rangent plus ou moins, ils prennent peut-être une trace de temps en temps, arrivés à 30 piges, et puis ils sont plus là-dedans. Et à aucun moment, ils regrettent d'être passés par cette case-là. Et moi, j'ai envie de m'ériger en tant qu'exemple. J'ai envie de parler de moi, parce que là, pour le coup, je me reconnais dans ce qu'ils viennent de dire là. La majorité des consommateurs en font un usage. Pour des substances considérées comme dures, la majorité des consommateurs en font un usage qui ne pose pas de problème. Alors à un moment donné, j'ai commencé à aller vers des usages qui font problème, mais là j'ai 32 ans, j'ai commencé il y a à peu près 10 ans, 2014, mes premières free parties c'est 2014, il y a 12 ans, mes premières free parties, le moment où j'ai commencé à aller dans les milieux festifs et tout, voilà, Capon c'est pareil. Les moments où j'ai commencé à aller dans les milieux festifs c'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans et maintenant, genre vraiment, je n'ai plus du tout de consommation problématique, ni de cocaïne, ni d'ecstasy, ni de LSD, ni de kétamine, ni de quoi que ce soit. La seule consommation où je dois faire gaffe aujourd'hui, bon le cannabis là c'est parce que j'ai arrêté il y a pas si longtemps, donc à voir sur le temps long. Mais les deux consommations, les deux substances où j'ai vraiment eu des soucis par rapport à ça, c'est pas les substances que j'ai découvertes en milieu festif. C'est le cannabis et l'alcool. Là le cannabis ça va beaucoup mieux, et l'alcool ça va. Je contrôle bien plus qu'avant. Mais c'est des trucs où j'ai commencé avant d'aller en milieu festif. Toutes les drogues considérées comme dures, c'est les drogues où sur le temps long, là, j'ai plus de problème avec ça. J'ai vraiment plus de problème avec ça. Par rapport à avant, je le sais, j'ai plus de problème avec ça. Et en fait, mon cas de figure, il est hyper répandu. Des gens qui, voilà, prennent de l'AC, prennent de l'AK, prennent des extas, du LSD, en soirée, en festival, en rave, avec leurs potes, dans des milieux festifs, pendant leur folle vingtaine, et qui arrivent à 30 ans, se posent, sont plus là-dedans. Il y en a trop. C'est la majorité des gens. Il y a beaucoup plus de gens ça que de gens qui développent des addictions à la cocaïne ou à l'AK. Il y en a aussi, évidemment. Évidemment. C'est jamais sans risque. Mais il se trouve que la plupart des gens, au final, ils en reviennent de ces drogues-là, en milieu festif, j'entends bien, pour cet exemple-là en tout cas, ils en reviennent et ils ne regrettent pas d'avoir eu cette phase-là dans leur vie. Moi, à aucun moment je regrette ça.
Aucun moment. Mon beau-frère est en train d'en mourir, 32 ans. Alors oui, évidemment, c'est ce que je disais. Bah, force à ton beau-frère déjà. Force à ton beau-frère. La majorité des consommateurs, ça veut pas dire tous les consommateurs. Et justement, c'est toujours ce qu'on dit, et ça sera la conclusion de cette séquence, c'est le problème de la consommation de substances, c'est pas de consommer des substances au soi, c'est les consommations problématiques, c'est l'addiction, c'est développer des addictions à ces consommations-là. Et ton beau-frère, c'est un problème d'addiction. Mais il n'est pas forcément représentatif de la majeure partie des personnes qui prennent des consommations comme ça. Et surtout, si ces drogues-là avaient été régulées, si ces drogues-là avaient été encadrées à travers une légalisation, ça aurait changé quoi pour lui? Au mieux, ça serait mieux passé pour lui, probablement. Mais force à lui, hein, force à lui. Parce qu'effectivement, là, je dis le bon côté de ça, mais pour les gens qui développent des trucs d'addiction, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, j'en connais des gens qui ont développé des problèmes d'addiction un peu vénères. Après, j'ai le cousin d'un pote, lui, vraiment, c'est en mode vraiment full héroïnomane, tout ce que vous voulez, vraiment très, très, très gros consommateur de substances. C'est vraiment terrible. C'est des gens qui sont brisés, quoi. Des gens qui sont brisés par ça. Moi, c'est un truc où vraiment, ça me. Donc, force à ton beau-frère et force à tous ceux qui, justement, ont des usages qui tombent dans l'addiction et vraiment, ça les détruisent, quoi. Alors après, c'est jamais trop tard pour en sortir, mais voilà. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais. Le problème en soi, c'est pas les substances. Les problèmes, c'est certains types de consommation liés à ces substances qui sont liés à tout un tas de raisons et qui ne sont certainement pas liés au fait que ça soit légal. Personne ne devient héroïnomane parce que l'héroïne c'était légal. C'est pas comme ça que ça se développe. Et là, voilà, personne n'est tombé dans la kétamine. Personne ne tombera dans la kétamine parce qu'il se trouve que c'était légal et sans ça ils en auraient pas pris. Sur toutes les personnes qui prennent de la kétamine, il y a des gens qui vont développer des addictions parfois graves à la kétamine, mais c'est pas une question que ça soit légal ou pas. Dans tous les cas. Et ça sera la conclusion de cette séquence. Donc oui à la légalisation, à l'encadrement et à la régulation, c'est le mot qui est ressorti le plus dans cet article, des drogues pour éviter pour accepter les consommations non problématiques, les généraliser au maximum parce qu'il y en aura toujours de ces consommations-là, et minimiser les addictions, les consommations problématiques qui peuvent effectivement détruire des vies, mais c'est pas en ayant une politique de prohibition, au contraire, que ça va améliorer quoi que ce soit. Parce que c'est ça le vrai sujet de la drogue. C'est l'addiction. Et pour combattre l'addiction, légalisons. Ça sera le mot de la fin. Et la team YouTube, si vous regardez ça, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, pourquoi pas booster la vidéo. Et si vous voulez parler, vous êtes le bienvenu à parler de vos rapports aux différentes addictions en commentaire. Je ne manquerai pas de les lire, je réponds peu aux commentaires sur YouTube, mais je les lis de manière générale. Je les lis assez régulièrement. Parfois, il y a beaucoup de commentaires, je les lis pas trop, mais généralement, je lis les commentaires sur YouTube. Voilà, même si je réponds pas trop, parce que sans ça, bon, après, je m'en sors pas, quoi. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Hop là. L'alcool est légal, il n'y a pas des millions d'alcooliques pour autant. Si, il y a des millions d'alcooliques. Ah si, il y a des millions d'alcooliques, pour le coup. Pas en France, mais oui. Mais l'alcool, c'est des pires drogues. Vraiment. Hein. C'est une saloperie, l'alcool. Hein. Je le redis. Après, moi, c'est une saloperie que j'adore, on va pas se mentir. Je suis sur le spectre de l'addiction par rapport à ça. Mais c'est ultra répandu, quoi. Merci Tony Vérel, merci pour ton 6e mois. C'est aussi que c'est encadré d'une manière bizarre, quoi. On a une culture de l'alcool, mais c'est plus lié à la culture de l'alcool qu'on a en France qui fait que l'alcoolisme se développe et est parfois plus répandu que dans d'autres drogues. Parce qu'on considère même pas vraiment ça comme une drogue, et c'est ça qui fait que l'addiction se développe pour beaucoup au niveau de l'alcool, quoi. Juste, moi je vois quand j'étais plus jeune, comment on se bourrait la gueule. On se retrouvait dans des états. On aurait vu nos potes dans des états comme ça avec des drogues illégales, on aurait appelé le SAMU instantanément parce qu'on aurait eu peur pour leur vie. J'ai vu plein de fois des gens vraiment écroulés par terre qui se gerbent dessus. On n'était pas à s'inquiéter outre mesure. On était en genre, ça va, il a trop picolé ce chien et ça va, quoi. Voilà, on essayait qu'ils se vomissent pas, qu'ils en meurent pas. On s'occupe d'eux, mais c'est en mode tranquille. Ça fait partie du lore de te bourrer la gueule quand t'es jeune. Tout le monde ne fait pas ça, mais moi j'étais là-dedans, vous voyez. Alors qu'on aurait vu on les aurait vus dans les mêmes états pour de la MDMA, par terre inconscient, à gerber. On aurait appelé le SAMU instantanément. On aurait eu peur. Mais pour l'alcool, on se dit, bah non, c'est comme ça, il a trop bu ce chien. C'est la culture de l'alcool qui, en France, la culture autour de l'alcool qui développe aussi beaucoup l'alcoolisme parce que justement, on ne considère pas ça comme une drogue. Voilà. Alors que c'est dangereux de fou. Hein. Voilà. Alors après, des gens qui finissent à l'hosto parce qu'ils ont trop picolé, y compris dans des soirées, entre jeunes, ça existe aussi évidemment, quoi. Je veux dire, avant qu'on s'inquiète pour quelqu'un qui a trop picolé, il faut vraiment qu'il soit dans un état aux frontières de la mort. Hein. Alors que quelqu'un qui a pris, je sais pas, de la coke et qui commence à faire un malaise vite fait, on est en genre, oh, ça va peut-être falloir appeler le SAMU parce que ça fait plus peur, vous voyez. Et pourquoi ça fait pas peur comme ça, l'alcool? Parce qu'on a une culture autour de l'alcool qui favorise l'alcoolisme, in fine. Voilà. Et ça craint. Et ça craint du cul. Mais bon, voilà. Donc force à tous mes alcooliques aussi. On est ensemble. Enfin, moi, ça va, je contrôle à peu près ma consommation, mais